comme le dit l'intitulé, nous allons parler de restitution, mais plus particulièrement de restitution qui touche aux collections des musées. Comme le projet Macron pour le musée du Quai Branly en est la preuve actuellement en France. Il faut savoir que depuis que ce sujet a été lancé, on va dire de manière assez active depuis 2017, beaucoup a été écrit sur le sujet. Les journalistes sont intervenus, les universitaires, les auteurs du rapport Sarr-Savoy bien sûr, des activistes aussi. Il y a en revanche une profession, un corps de métier qui a été plus ou moins oublié, plus ou moins mis de côté, c'est celui des professionnels de musée. En l'occurrence, notamment les conservateurs. On peut évoquer quand même, malgré cela, une publication assez récente qui s'est faite cette année, c'est un document de l'ICOM qui a pour titre « Restituer les musées parlent au musée ». Ce document est accessible sur Internet, il est consultable, entièrement lisible dans son intégralité, mais ça reste quand même très confidentiel. Et en fait, on se rend compte que même dans la grande presse, il n'y a jamais eu tellement d'interviews de conservateurs ou de conservateurs français. C'est vrai que dans certains cas, il y a du devoir de réserve. Devoir de réserve, c'est un terme qui est bien commode. Soit ça peut cacher une certaine pusillanimité, excusez-moi, soit d'un autre côté, ça peut aussi une manière pour un ministère de faire taire des personnes. Ça, c'est aussi une autre chose. Pourtant, ces interviews, dans un sens, auraient été les bienvenues, ne serait-ce que pour discuter, donner à penser, même au grand public, réfléchir au sujet de nature même de ces collections que le président compte restituer. Alors, bien que je m'exprime ici à titre personnel, ce sera en ma qualité et par mon expérience de conservateur de musée, certes de musée belge, que je vais essayer de présenter un tout petit peu la nature même de ces collections ethnographiques, souvent très mal connues du public et souvent assez mal présentées. Alors, comme il a été dit, je relève d'un musée qui est le musée royal de l'Afrique centrale, à Tervuren. C'est un musée ancien qui suit l'exposition internationale de 1897. Le premier musée sur le Congo, enfin le premier musée d'Afrique à Tervuren, c'est 1898. Plus tard, peu de temps après, il va y avoir un autre musée qui va être créé, notamment l'architecte en chef sera Charles Giraud, l'architecte du Petit Palais. Et cet autre musée ouvrira en 1910. Le bâtiment existe toujours, il est le corps principal du musée actuel, le musée de Tervuren. Donc on va dire une vieille institution. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a à peu près une petite dizaine de musées qui comprennent des collections africaines. Sur cette petite dizaine de musées, il faut savoir que le musée royal de l'Afrique centrale possède 80% des collections muséales belges dévolues à l'Afrique. Donc c'est quand même très très représentatif. Qu'est-ce que représentent ces 80% de collections? C'est de l'ordre de 124 000 pièces. Je ne vais pas parler de ces 124 000 pièces, parce qu'il y en a qui viennent de différents pays d'Afrique. Je vais rester, puisque ces sujets de restitution touchent à la question coloniale, je vais rester sur la partie qui touche à la colonisation belge la plus importante, c'est-à-dire le Congo. Les collections congolaises du musée de Tervuren, ça peut encore être affiné, mais on est entre 100 000 et 102 000 pièces à peu près, sur les 124 000 pièces africaines. Alors, on peut dire déjà que ce sont des chiffres importants, 100, 102 000 pièces, c'est comme quelque chose d'assez sérieux. Des collections importantes, comme peuvent l'être d'ailleurs celles du musée du Quai Branly, ou du British Museum, ou du musée de Berlin, qui va d'ailleurs bientôt, le nouveau musée va bientôt ouvrir. Il faut savoir, déjà je tiens à préciser une chose, on a tant souvent présenté les collections européennes comme énormes, mais les collections africaines, dans les pays africains, comme petites. Première chose, déjà là il y a un petit problème en fait à ce sujet. Du musée de Tervuren. Il faut savoir qu'il y a malgré ce qu'on a pu entendre par quelqu'un comme le chercheur béninois Alain Godonou, il y a quelques années de ça, qui exprimait en disant que les collections africaines, les collections muséales, c'est au maximum 3 000, 5 000 objets dans leur collection comparé à ce qui se passe en Europe. Il faut relativiser bien les choses. Les collections des musées nationaux du Congo, c'est à peu près 30 000 pièces. Les musées du Nigeria, c'est plus de 45 000 objets. Donc on est sur des choses bien plus importantes que déjà ce qui a pu être dit. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer aussi, c'est-à-dire que par exemple, puisqu'on était sur le Congo, il y a eu des musées aussi qui ont été créés au Congo, comme pour les pays en Afrique de l'Ouest, pendant la période coloniale, comme ce musée qui a été fondé en 1936, le musée de la vie indigène, et un musée qui, dans les années 50, où vous avez la photo, avait 7000 objets dans ses collections. Il va fermer en 1965 après l'indépendance. La plupart des pièces ne seront jamais retrouvées ni localisées. Bon.
Reste que quand on lance les chiffres pour les musées européens, quand on dit il y a 100 000 pièces, 200 000, enfin j'exagère un peu, 70 000, 80 000 selon les musées, c'est des choses psychologiquement qui sont importantes. Et ce qui a amené beaucoup de gens pro-restitution, à mettre les restitutions sous un terme non pas même qualitatif ou au cas par cas, mais comme des choses au niveau quantitatif. Et en disant, j'ai lu et entendu ça à plusieurs reprises, je veux dire, de toute façon, si la France rend 26 objets au Bénin, 26 objets sur plusieurs dizaines de milliers de pièces, c'est pas grand-chose. Au niveau juridique, je pense que Maître Deby en parlera mieux que moi à ce sujet-là, mais pour moi, déjà, je voyais ça comme une mentalité de presque de marchand 4 saisons. Les gens on voit la quantité, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. C'est pas comme ça que ça marche dans un musée. On ne marche pas à la quantité. Et vous allez voir que si on se donne la peine d'étudier un tout petit peu la nature des collections, les chiffres, ça paraissent comme énormes, on va arriver à des résultats qui sont bien plus nuancés, qui vont donner à réfléchir. La partir sur Tervuren a été 100 000, 102 000 objets. Je dis c'est beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un musée qui voit son origine avec l'exposition internationale de 1897, pour les musées 1898, dont nous avons récupéré les collections, et nous sommes en 2019. On est sur plus de 120 ans. Donc 102 000 objets en 120 années, c'est déjà pas mal. Donc, bon, certes, le gros a été ramené pendant la période coloniale du Congo belge, pas de l'État indépendant du Congo sous Léopold II, l'époque du Congo belge. On a plus de 70% de nos collections, c'est à l'époque du Congo belge, qui arrive au musée. Ce qui n'empêche pas de toute façon qu'on fait aussi des acquisitions récentes, aussi des cas d'acquisition récentes par le musée. Bon, la photo du milieu, c'est parce que j'avais pas une photo de bonne définition. C'est pas la photo qui a été achetée, c'est juste la coiffe. On montre aussi de la diversité des objets qu'un musée ethnographique peut acheter. Ceci étant, déjà sur plus de 120 années. Deuxièmement, 102 000 objets venant du Congo, de la République démocratique du Congo actuelle. La République démocratique du Congo, c'est un territoire qui fait plus de 2 300 000 km². Pour vous donner un peu une idée d'échelle. Donc, vous voyez la taille du pays. Pays gigantesque, plus de 300 cultures différentes, 120 années d'existence. Déjà, en termes simplement de quantité, quand on voit ça dans le temps, c'est un peu différent. Bon, à ce moment-là, on peut dire quand même, 100 000 objets, beaucoup de gens, j'ai vu ça pour des journalistes, des chercheurs, des personnes qui viennent, qui posent des questions, mais ils disent oui, mais 100 000, j'ai vu ça dans un article de presse il n'y a pas si longtemps que ça encore, en disant oui, mais 100 000 masques et statues, c'est déjà énorme. Bon, là aussi, effectivement, quand on voit, c'est une photo d'une de nos réserves, on a cette image-là, quand on voit cette étagère avec tout, ça c'était une Kissi, donc des charmes, enfin souvent protecteurs du Bas-Congo. On se dit oui, effectivement, c'est beaucoup. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les musées ethnographiques ne sont pas des musées d'art. Et ce qu'on considère comme étant, de manière un peu rapide, les arts plastiques les plus emblématiques de l'Afrique, c'est-à-dire les masques et les statues, eh ben, c'est pas le gros de notre corpus au musée. Ça compte, l'ensemble masque et statues du Congo, ça compte pour 10% de nos collections congolaises. Moins de 10%, pardon. Donc, et encore, sur ces moins de 10%, je ne parle même pas, là, encore une fois, je parle en termes de quantité, je ne parle même pas en termes de qualité. Vous voyez sur cette photo-là, 3 statues de nos collections, 3 statuettes. On a des objets qui sont faux, comme celui de gauche, des objets inachevés, parce que c'est ça au but d'un musée ethnographique, c'est de ramener aussi des objets, des fois qui sont en cours de réalisation, qui ne sont pas encore consacrés, celui du milieu, et des objets consacrés authentiques, comme celui de droite. Donc je ne rentre même pas dans ces détails-là. Alors, il faut savoir que, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Il faut savoir que, par exemple, dans les collections ethnographiques, on a plus de cuillères, de spatules et de pilons que de masques. Ça, c'est un fait. On a plus de lances et de boucliers que de statues. On possède, par exemple, quelque chose. Là, vous avez un autre vue. Ça, c'est moins montré en général quand on parle de restitution. On montre très très peu nos collections de vanneries. On possède plus de 5000 vanneries. Paniers d'hiver, ça peut être aussi des nasses de pêche. Alors, ce qui peut bien illustrer des types de collecte, par exemple, c'était des objets collectés par une seule personne, qui était un officier qui s'appelait Armand Utero, au début des années 1910. Armand Utero, c'est quelqu'un qui a ramené pour le musée plus de 5000 objets. Dans l'ensemble des objets qu'il ramène, déjà il était dans des régions où il n'y avait pas forcément énormément de masques et de statues, il en ramène très très peu. Le gros de ce qu'il ramène, vous avez ici un cache-fesse, vous avez une céramique, vous avez une autre vannerie, vous avez une coiffe, vous avez un masque
l'un des plus fameux d'ailleurs, celui qu'on connaît le plus pour ce collecteur, c'est ce masque-là. Les armes aussi. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les armes, ça montre aussi, comme je dis, qu'il y en a énormément. Mais des fois, notre collection d'armes a été mal interprétée, et surtout de manière très très curieuse. Il y a eu, je fais une petite parenthèse, il y a eu récemment un article d'un chercheur, d'un Hollandais, qui s'appelle Jos van Beurden, qui a fait un article qui s'intitule Decolonization and Colonial Collection, an Unresolved Conflict. Monsieur Van Beurden est plus axé sur la question, plus, on va dire, rapidement pro-restitution. Dans son article, il parle à un moment donné des collections de Tervuren. Je vais faire la traduction rapide. Dans une de ses études, un anthropologue belge, sur l'anthropologie belge entre 1882 et 1925, l'historien et anthropologue Martin Coutenier, qui est un chercheur du musée, illustre comment les officiers coloniaux et les militaires et les amateurs et les ethnographes amateurs ont acquis des butins de guerre pour le musée de Tervuren. Autour de 1900, près de 40% des collections de Tervuren étaient catégorisées comme liées à la guerre. Alors, quand on lit quelque chose comme ça, s'appuyant sur les données d'un chercheur de Tervuren, on a l'impression qu'effectivement, autour de 1900, grosso modo 40% de nos collections, c'est des prises de guerre. Bon, déjà, le texte de Martin Coutenier, de mon collègue, a été interprété de manière assez curieuse. Mon collègue ne dit pas ça. Et deuxièmement, sur quoi se base la chose? Ça se base sur un tableau qui est une publication du musée de 1899 qui s'intitule « Les collections ethnographiques du musée du Congo ». Et vous voyez un tableau synoptique qui montrait un peu le nombre d'objets que nous avions au musée à l'époque. Ce chiffre d'ailleurs, à mon avis, est à nuancer. À mon avis, il a été surestimé à bien des égards, mais surtout une catégorisation des objets par région. Vous voyez ça, c'est la grille de gauche. Mais aussi par catégorie, par typologie, par catégorie d'usage. Il y a aliments et boissons, il y a habillement, habitation, chasse et pêche, et effectivement, il y a une partie qui est réservée pour la guerre. Et là, on voit que, effectivement, 40%, une bonne quarantaine de pourcents, des collections du musée à l'époque étaient liées à la guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit de prise de guerre. C'est une catégorisation qui est faite, c'est une catégorie d'usage. Et dans la bouche d'un chercheur comme Van Beurden, cette catégorie d'usage devient en fait un mode d'acquisition, un renseignement sur le mode d'acquisition. Mais ce sont deux choses complètement différentes. On est vraiment sur des choses, sur des types d'attaques, des types d'interprétations, qui à bien des égards frisent la malhonnêteté intellectuelle pour moi. Ça, c'est pas un cas isolé. Je continue. Pour revenir un tout petit peu sur la question des collections ethnographiques, le but d'un musée ethnographique, parce que je n'en ai pas tellement parlé pour l'instant, on commence un peu à le deviner, était, pour un musée comme Tervuren, de collecter des témoins matériels et différents aspects de ce qu'on appelle la vie indigène, la vie des peuples étudiés. Et en fait, c'était de collecter l'intégralité. Vous avez une lettre ici d'un des conservateurs du musée, qu'envoyait un de nos conservateurs du musée qui envoyait un collecteur, donc qui était un père jésuite de Sousberg. C'est quelque chose que j'utilise, c'est une lettre que j'utilise souvent, même pour des cours, parce que ça montre bien ce qu'on attendait aussi des collecteurs. Je vais vous en lire une partie. Quant à la question des collections, je vous avoue qu'elle m'intéresse particulièrement. Vous comprendrez d'ailleurs pourquoi. Je ne puis que répéter que tout, franchement tout dans la vie coutumière nous intéresse. Ce qui nous fait le plus défaut ici, c'est bien souvent le petit objet d'aspect banal et de fonction anodine. Les récipients en différentes formes, ayant chacun leur nom et leur fonction propre. Les paniers, les nattes, les outils, les engins de chasse et de pêche, les nasses, les pièges, les objets du mobilier. En un mot, tout. Ne croyez pas faire du double. L'idée même en est à rejeter en ethnographie. Il y a tant de différences locales et tribales. L'expression n'est certes pas exacte, mais vous verrez que ce que j'entends par là, je lis textuellement ce qui est. Que la constitution et l'étude de séries d'objets analogues, ou presque identiques, diriez-vous, est pour nous une très grande valeur heuristique, donc scientifique. Cette lettre d'Albert Bazin résume bien ce qu'est un musée d'ethnographie. Un musée d'ethnographie n'est pas un musée d'art, ce n'est pas de réunir ce qu'on considère comme des objets d'art, on réunit des témoins matériels, de tous les aspects de la vie matérielle. Alors, l'étude des collections d'un musée comme Tervuren, ça livre, pour peu qu'on s'y attache, des données aussi intéressantes. Par exemple,
qui touche la question de la valeur des objets. Autre chose qu'on entend très souvent, ça a été repris en rapport Sarr-Savoie, cette question de l'acquisition des objets, en disant oui, mais ces objets, même quand ils ont été achetés, ça a été acheté pour une bouchée de pain, regardez même par exemple ce que ces objets peuvent valoir maintenant. Comparer la valeur des objets actuellement par rapport au prix des objets à l'époque, déjà, c'est quelque chose qui nous mène de l'anachronisme, à bien des égards. Mais il se trouve qu'à Tervuren, nous avons aussi quand même, dans certains cas de collecte, notamment celle-ci, d'un collecteur qui était justement le fameux Albert Mazon dont je viens de parler. Albert Mazon, quand il a fait des collectes dans les années 50, avait noté systématiquement le prix des objets qu'il achetait. On voit ça sur ces petits carnets qu'il a ici. Et on se rend compte aussi de certaines choses, c'est qu'à l'époque, les objets, même des fois qui avaient plus de valeur, n'étaient pas forcément les objets ethnographiques. Par exemple, vous avez deux objets collectés par Mazon ici, à droite et à gauche. À droite, c'est un objet vraiment ethnographique, c'est un masque d'une confrérie qu'on appelle le Ndunga, fait par un très bon artiste. C'est un masque de ce type, donc ça se payait 50 francs à l'époque. À côté, on a un buste qu'on peut considérer comme ce qu'on appelle académico-touristique, c'est-à-dire par des artistes formés à l'école européenne, à l'académisme européen, mais qui produisaient plutôt des pièces qui étaient oui, à destination des Européens. Ce genre de pièces, qu'on considérait sans problème comme des pièces touristiques maintenant, ça se payait entre 120 et 350 francs. Donc on voit que les échelles même de valeur, les échelles de prix, à l'époque, ce qui coûtait le plus cher n'était pas forcément l'objet ethnographique auquel on accorderait maintenant plus d'importance. Une autre question qui pour moi est plus importante, c'est quand on étudie nos collections liées à un contexte ethnographique, collectées, découvertes dans un contexte ethnographique, des musées de Tervuren, on est sur des objets qui, d'un point de vue chronologique, sont plutôt datables entre le 19e et le 20e siècle. Alors, bon, il y a des exceptions. Le plus vieil objet en bois du musée de Tervuren, c'est celui-ci. C'est un masque cimier, bon, qui ne vient pas du Congo d'ailleurs, qui vient d'Angola, de l'Angola voisin. Et c'est une pièce qui datait entre le 8e et le 10e siècle. Mais c'est une exception, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet ethnographique, on se prend du terme, ce n'est pas un objet qui a été acquis auprès de personnes qui l'avaient passé de génération en génération, c'est pas ça. C'est un objet qui a été découvert de manière fortuite lors d'une excavation minière, et l'objet était dans le sol. Donc encore, là, c'est un objet plus archéologique qu'ethnographique. Les objets ethnographiques, comme je disais, c'est plutôt des objets 19e. On a quelques exceptions, on a des objets qu'on pense dater du 18e siècle, mais pour les périodes plus anciennes, il n'y a pas forcément. La question qu'on peut se poser, qui n'a jamais été vraiment posée, c'est où sont passés les objets des époques plus reculées, les œuvres en bois du 14e, 15e, 16e, 17e siècle. Elles ne sont pas au musée de Tervuren, elles ne sont pas en Europe, elles ne sont pas non plus au Congo. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Pour des pièces aussi anciennes, c'est difficile d'imputer à la présence européenne, pour les pièces du 15e ou du 16e, la présence européenne dans la destruction ou la saisie d'objets. Un peu de mal avec ça. Et par contre, ça renseigne sur autre chose, c'est qu'il faut garder à l'esprit, enfin, pour un ethnologue, un historien de l'art, un historien qui travaille sur les cultures matérielles d'Afrique centrale notamment, c'est de savoir que dans de nombreux pays africains, là je vais rester sur le Congo, qu'il y a des cultes qui sont apparus, que les cultes comme les hommes ont une vie, que les cultes disparaissent, que les cultes peuvent changer. Et que d'ailleurs ces changements de cultes ne sont pas forcément dus, comme on le pense très souvent, à l'implantation des grands monothéismes comme l'islam ou le christianisme. Il y a des cultes aussi qui ont pu, et des cultes locaux qui peuvent en remplacer d'autres. Quand des objets sont intrinsèquement liés, profondément liés à un culte et que ce culte disparaît, l'objet peut disparaître. Et aussi, d'une autre manière, c'est qu'au sein même d'un culte, quand un objet a rempli sa fonction, il n'est pas forcément conservé. Je vais prendre certains exemples. Par exemple, cet objet-là de nos collections, il faut savoir qu'il est arrivé à la collection de Tervuren pour quelle raison, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un kozo, c'est un objet du Bas-Congo qui est plutôt dans les fonctions anti-sorcellerie, mais il a été, au moment où il a été récupéré parce que dans la région arrivait un autre charme connu sous le nom de Santu, et Santu était considéré comme plus puissant, comme plus important et comme de meilleure efficacité que le kozo. Donc dans ces cas-là, le kozo n'ayant plus de fonction, le kozo s'en débarrasse. On ne le conserve pas. Il a rempli sa fonction, le fait qu'il a quelque chose de plus puissant le remplace, dans ces cas-là, kozo n'a plus de fonction, s'il n'a plus de fonction, il devient inutile. On a ça aussi, par exemple, avec ce genre de statue. Ça, c'est une statue ce qu'on appelle les Kapungu, ça relève d'une culture qu'on appelle les Metoko. Et chez les Metoko,
quand un dignitaire, un grand dignitaire était enterré, au moment des funérailles, on réalisait ce genre de statue, qui était un réceptacle pour l'âme du défunt de manière provisoire, c'est-à-dire que l'âme du défunt allait dans la statue et s'assurait que les funérailles, que toutes les cérémonies se déroulent bien. Une fois que les choses étaient bien déroulées, l'âme, j'allais dire, quittait la statue n'avait plus d'intérêt, la statue était jetée. Voilà. Type d'objet aussi qui n'est pas conservé une fois qu'il a rempli sa fonction. Autre cas de figure, ce type de masque, il faut savoir que dans l'ensemble des masques que possède le musée de Tervuren, un gros pourcentage, ce sont des masques initiatiques comme celui-ci. Pourquoi le musée de Tervuren en possède autant? C'est très simple. C'est-à-dire que ce genre de masque, chez Yaka, intervenait pour les cérémonies de circoncision à la fin des cérémonies de circoncision. Quand la cérémonie avait lieu, les masques sortaient, et à part dans quelques cas où le masque avait beaucoup plu ou était encore en bon état, il pouvait être conservé pour une prochaine session, mais dans la plupart des cas, les masques étaient détruits. Raison pour laquelle beaucoup ont pu être achetés à la fin de ces cérémonies-là. On en a une des plus grosses collections. On peut se poser aussi la question de savoir que s'il n'y avait pas eu de collecte de ce genre d'objets, il n'y aurait aucun témoignage de ces productions des arts du Mukanda, dans cette initiation des années 30. Il n'y aurait aucun témoignage de ces, par exemple, des statues Kapungu. Une petite inversion, j'ai l'impression, dans les slides, excusez-moi. Là, c'est pour vous montrer justement l'un des cas de figure d'objets qui, notamment en s'appuyant sur la tradition orale, pourrait être du XVIIIe siècle. Mais je vous dis, les objets, on pense pouvoir dater du XVIIIe, c'est vraiment pas la plus grande partie de nos collections. Une chose aussi qui peut être dite par rapport à ce que je viens d'énoncer, c'est que une chose qu'on entend très souvent, ça concerne la notion du patrimoine africain conservé en dehors de l'Afrique, avec ce chiffre qui a souvent été avancé, 90% du patrimoine africain est conservé. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel ça mériterait une autre intervention, j'en ferai une sujet d'ailleurs prochainement, enfin le mois prochain. Mais par rapport simplement à ce qui vient d'être dit, déjà on peut pas bien nuancer ce chiffre, on peut interroger, questionner ce chiffre. Et on peut se poser la question de savoir si l'apparente disproportion d'objets ethnographiques 19e, 20e siècle conservés dans les musées européens, enfin conservés même en Europe, ne pourrait pas simplement résulter d'un constat, qui est de dire, attendez, sur 100% d'objets arrivés en Europe, qui sont en main privée, en main publique, la perte d'objets de ceux qui sont arrivés en Europe, la perte, c'est-à-dire la disparition pure et simple, elle est très faible. Bien sûr, il peut y avoir des incendies, bien sûr, il peut y avoir une destruction d'un objet, mais qu'ils soient restés en main privée ou en main publique, les objets sont toujours là. Ce n'est pas forcément le cas pour les objets qui sont restés en Afrique. Et là, je ne mets pas ça sur le dos en disant oui, parce que les musées africains ne sont pas en bon état, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que les objets qui ont continué leur vie rituelle en Afrique, dans certains cas, comme ceux que je viens de vous énoncer, l'objet n'avait pas vocation à rester. C'est quelque chose que je dis aussi assez souvent. L'idée de conserver, d'avoir des lieux dans lesquels on conserve ce qui n'a plus d'utilité, ce qui ne sert plus, n'est pas quelque chose qu'on retrouve universellement. Et simplement déjà, sinon quelque chose comme le rapport Sarr-Savoie ou dans certains écrits qui ont été faits récemment, on s'interrogeait simplement cette question-là. Déjà, ça aurait été quelque chose d'un peu plus honnête à mon sens. Et je veux aussi finir sur une dernière chose qui est liée, puisque j'ai présenté beaucoup de questions de collection. Il y a une autre chose, puisqu'on parle de collection et de conservation, que j'ai vu à plusieurs reprises, en disant par exemple, les musées européens, par ces objets, qui pour certains sont devenus précieux, très précieux, que les musées européens, les musées ethnographiques comme Tervuren, font de l'argent avec ces collections. Alors, ça, c'est des choses que, simplement, il aurait été bien de consulter les musées pour cela, pour avoir des idées précises. Récemment, on a refait le budget au niveau du musée de Tervuren. Le budget du musée de Tervuren, c'est 16,5 millions par an de frais de fonctionnement. Il faut savoir que, peut-être que pour les années prochaines, avant la fermeture du musée et avant sa réouverture, le nombre de visiteurs du musée de Tervuren, c'était à peu près 130 000 visiteurs. Admettons que même, on arrive même plus que ça, qu'on arrive à 300 000 visiteurs, ce que je souhaite, ce serait quand même très très bien, annuel. Il faut savoir que un ticket c'est à 12 €, c'est gratuit pour moins de 18 ans, et c'est gratuit aussi pour les étudiants 18-26 ans. Ce n'est pas les entrées visiteurs qui permettent d'équilibrer le budget. Il faut arrêter de dire que les musées gagnent de l'argent sur des collections. Un musée ne gagne pas d'argent.
quoi qu'on en pense, un musée ne gagne pas d'argent. Bien vrai ce qui a pu être annoncé à plusieurs reprises, et comme des vérités. Et vous savez, il y a une phrase d'un autre conservateur décédé maintenant, qui était du British Museum, qui était William Fagg. Et William Fagg, il y a des années de ça, à l'époque, encore des fois, déjà à l'époque, dans les années 90, pour les questions de restitution, comme quoi les questions ne sont pas très jeunes, c'était plein justement, dans un article, c'était exprimé à propos de ces approximations, de ces propos tenus, des mauvais termes employés. Et William Fagg, avec ce côté très anglais, avait dit la chose suivante: celui qui n'est pas un spécialiste peut à la limite utiliser des termes inappropriés. Et quant à moi, je lui accorderai même le droit de se ridiculiser. Toutefois, par pitié, ne l'autorisons pas à faire scandale. Le grand problème dans les débats actuels, c'est que la question du scandale, elle est bien arrivée et on a laissé s'exprimer. Je vous remercie.